trouve son origine dans l'opposition entre Rousseau et Voltaire. Le premier pourfend le luxe et veut des citoyens austères. Le second est mondain et veut des gens brillants. C'est ce qu'écrit Pascal Bruckner dans la France en récit. Une somme sur l'histoire des conflits français. Pierre Moscovici, vous avez été commissaire européen en charge de l'économie durant ces 6 dernières années, après avoir été ministre de François Hollande. Vous revoilà à la tête d'une institution prestigieuse, à la Cour des comptes, nommée par le président de la République, au cœur d'un pouvoir que vous côtoyez depuis nombreuses années, à la fois avec constance et distance, à la manière d'un ambitieux tranquille. La pandémie du coronavirus déclenche une crise à effets multiples, philosophique, social, écologique, économique, politique, pour éviter l'effondrement du pays. Voilà que l'argent public soutient massivement l'économie. Alors vous allez nous dire à quoi sert-il aujourd'hui de contrôler cet argent public alors que l'idée de la dette perpétuelle fait son chemin. L'argent semble devenu magique. Alors vous nous direz aussi si vous détenez la formule pour que le réveil à la réalité ne soit pas trop douloureux. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'être entouré par Damien Fleureau de CNews et Nicolas Barré des Échos qui vous pose la première question. Oui, et d'abord, avant de rentrer dans le fond des sujets détaillés par Mickaël, ce rebondissement dans l'affaire Fillon, l'ancienne chef du parquet financier a déclaré sous serment avoir subi des pressions pour ouvrir une information judiciaire, d'où la désignation à l'époque d'un juge d'instruction, puis très vite la mise en examen de François Fillon. Emmanuel Macron a saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Au fond, est-ce que la présidentielle de 2017 a été faussée ? Écoutez, moi je ne connais rien de l'affaire Fillon, je n'ai pas à connaître de ses conséquences politiques ou de ses tenants politiques. Je vais vous faire une réponse qui est d'un autre angle. Je ne sais pas si vous le savez, la Cour des comptes est une juridiction. Et je suis le chef de cette juridiction. Et donc, à ce titre-là, je veux affirmer une chose, c'est que la justice doit être indépendante. Et par exemple, pour mon institution et pour moi-même, je veillerai strictement à cette indépendance. Pour le reste, le président de la République a saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour s'assurer que les débats aient pu être menés dans la sérénité, qu'il n'y ait pas eu de pression. Je pense qu'il est dans son rôle et je pense qu'il faut faire le clair. Point. Alors justement, on sort effectivement de l'affaire Fillon, mais ce qui est intéressant, c'est que cette période, cette affaire et toute cette agitation a aussi mis au jour le fait que les Français avaient développé un nouveau rapport à l'argent public. Ils avaient une forme de nouvelle rigueur, un peu comme on connaît dans le monde scandinave. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ce qui nous est arrivé depuis quelque temps? Les Français ont-ils changé de rapport sur l'utilisation des deniers publics? Rigueur au sens de l'économie, pas vraiment. Nous sommes un pays où l'austérité n'a jamais vraiment trouvé sa place. Contrairement à ce qu'on dit, il y a toujours eu, c'est vrai, une tendance à être généreux avec les dépenses publiques, une réduction des déficits qui a été modérée, une dette publique plutôt élevée, ce qui nous a placés au moment du départ de la crise dans une situation un peu moins favorable que d'autres. Mais ce qui est exact, c'est que l'éthique par rapport à l'argent, le rapport à l'argent, le ressentiment aussi qu'on peut avoir par rapport à cela, l'exigence d'exemplarité qu'on a à l'égard des élus et des personnalités publiques est beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'est en ceci d'ailleurs que la Cour des comptes est passionnante, parce qu'elle est aussi la garante de cela. Quand il y a, c'est vrai, ces questions-là, on se tourne vers la Cour des comptes, on la respecte, on attend sa parole, et je veillerai à ce que nous restions tout à fait à ce niveau. Alors, Damien Fleureau, sur le sommet européen. Oui, alors il y a eu ce sommet européen en fin de semaine. Je vous propose d'écouter la secrétaire d'État aux affaires européennes, Amélie de Montchalin, et on réagit ensuite. L'accord franco-allemand, qui est inédit, qui est historique et qui nous donne beaucoup de force, c'est 500 milliards de subventions budgétaires pour aider les régions les plus touchées, pour aider les secteurs les plus touchés à repartir. On voit, Pierre Moscovici, donc, que l'argent coule à flot, en tous les cas qu'il y a beaucoup de milliards, 750 milliards même au niveau européen pour ce plan de relance qui est encore en train d'être finalisé. Vous avez été pendant plusieurs années à Bruxelles le gardien des dogmes de Maastricht avec cette règle des 3%. Ces règles, elles n'étaient pas pertinentes finalement? D'abord, j'ai été un gardien bienveillant. C'est-à-dire que quand j'étais à Bruxelles comme commissaire en charge des affaires économiques et financières, j'avais toujours l'idée qu'il fallait respecter les règles, car nous avons des règles communes qui sont des boussoles, qui sont des ancres autour desquelles on doit se rallier, mais non pas avec des exceptions, avec ce que j'ai appelé à l'époque de la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à jouer à l'intérieur des règles pour faire en sorte que quand une situation se trouvait à se présenter, ça a été le cas de l'Espagne, c'était le cas du Portugal, ça a été le cas de l'Italie, pour ne pas parler du cas de la Grèce, certains même pensaient à la France, eh bien il fallait interpréter les choses avec intelligence. Et je crois l'avoir fait, puisque pendant les 5 années où j'ai été commissaire européen, aucun pays de l'Union européenne n'a été sanctionné. Nous sommes maintenant, je ne vais pas utiliser l'expression du monde d'après, mais dans une
toute autre configuration. Une C'est celle qui va marquer mon mandat. exceptionnelle. Une période absolument, non seulement exceptionnelle, mais extraordinaire. Pensez que, vous l'avez dit, c'est un ébranlement philosophique, sociologique, écologique. Beaucoup de choses changent. L'économie connaît sa plus grave crise depuis probablement la crise de 29, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous aurons des impacts sociaux qui seront considérables. Il y a des conséquences politiques et géopolitiques qui sont majeures. Et bien sûr, les finances publiques dans ce contexte ne peuvent pas être abordées de la même façon. On a l'impression que les adversaires à l'époque de votre politique, aujourd'hui, Mais bien tout grâce, et finalement ils avaient raison. Non, c'est pas du tout ça. C'est aussi le monde change. Et nous sommes dans une situation où il fallait, pendant cette crise, et je crois que c'est légitime, soutenir les entreprises pour éviter des défauts qui sont massifs, aider les ménages qui connaissent des difficultés et aussi se prémunir des conséquences du chômage à venir, et également aider des secteurs parfois stratégiques, soit par une recapitalisation quand ce sont des entreprises publiques, soit par des plans sectoriels comme cela a été fait. Tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a fait autour de la planète. Tout le monde l'a fait en Europe. Et encore une fois, ça a des conséquences. Quelles sont ces conséquences ? 11% de déficit pour la France en 2020. 11% également de récession en 2020. 120% de dette publique. 64% ou presque de dépenses publiques dans le PIB. Et je sais que ma présidence à la Cour des comptes va être marquée par cela. Et ça veut dire aussi qu'il faut aborder les choses différemment, être sérieux, mais pas austéritaire. Exactement. Ça, ce sera ma devise. Sérieux, c'est quoi ? C'est veiller à ce que la dépense publique soit faite de façon convenable, à ce que sa qualité soit garantie. Vous savez, c'est la devise de la Cour des comptes. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et il ne faudra jamais attendre que la Cour des comptes soit marrante, qu'elle soit laxiste. C'est pas son rôle. Sur votre philosophie, à la Cour des comptes, est-ce que vous serez comme à Bruxelles, vous porterez un regard, disons, bienveillant sur les déficits, la dette qui aujourd'hui s'envole ? Est-ce que vous allez évaluer l'efficacité des politiques publiques ? C'est pas comme ça qu'il faut raisonner, je crois. Comment vous allez faire ? Encore une fois, nous sommes dans ce monde différent et je pense que l'Europe a raison de réagir comme elle réagit aujourd'hui. Très différemment, en effet, vous l'avez dit, de 2008, au moment de la crise financière. À la hauteur d'ailleurs, le plan de relance à la hauteur. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas du tout dans la même situation. D'abord, à l'époque, c'était une crise financière. Cette fois-ci, nous avons une crise sanitaire et une crise économique. À l'époque, la Banque Centrale Européenne n'avait pas du tout déployé des outils massifs comme aujourd'hui. À l'époque, le système bancaire était extrêmement fragilisé. À l'époque, les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. À l'époque, c'était un problème de dette publique et, j'allais dire, circonscrit à cela. Et donc, il y a eu une réponse qui était en effet celle de mettre en place ce qu'on a appelé les instruments du two-pack et du six-pack, le traité sur la stabilité et la croissance. Et il fallait faire respecter ces règles. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans une situation tout différente. La crise est économique et sanitaire. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. La Banque Centrale Européenne, grâce à Mario Draghi et Christine Lagarde poursuit, a appris qu'il fallait faire ce qu'il fallait et elle a mis en place un plan d'urgence pandémie de plus de 750 milliards d'euros. Si la dette s'envole. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis qu'il fallait aussi que les États réagissent comme ils l'ont fait, c'est-à-dire en mettant en place des filets de sécurité contre les conséquences économiques et sociales de la crise. C'est une dépense publique que je trouve légitime et il faut aussi que l'Union européenne soit à la hauteur. Elle a commencé à le faire avec, vous l'avez dit, 540 milliards d'euros de prêts. Je pense qu'il faut qu'elle aille plus loin avec ce plan de la Commission de 750 milliards d'euros. Cette fois-ci, pas seulement de prêts, mais de dons, 500 milliards d'euros. Et derrière ça, il faudra s'assurer, encore une fois, que cette dépense publique est intelligente, qu'elle est efficace, c'est la qualité de la dépense publique. Comment vous allez faire ? Et la deuxième chose, il faut s'assurer que la dette publique soit soutenable, c'est-à-dire qu'on puisse la financer. Voilà les questions pour moi. Expliquez-nous comment vous allez faire, puisqu'effectivement vous êtes à la tête maintenant de la Cour des comptes. Est-ce que vous allez faire évoluer votre travail, votre contrôle vers une évaluation des bonnes pratiques ? Est-ce que vous allez plutôt expliquer comment on dépense bien l'argent plutôt que d'arrêter de le dépenser ? C'est quand même un tournant aussi pour vous. Écoutez, non, c'est une forme de constance. Je pense que passer, comme je l'ai fait, de Bercy, le ministère des Finances français, au Berlaymont, le siège de la Commission européenne, jusqu'à la rue Cambon, il y a une forme de cohérence, c'est-à-dire l'attachement au sérieux des finances publiques, mais aussi la volonté d'une certaine intelligence dans leur interprétation. Et qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que la Cour des comptes doit faire ? Parce qu'au fond, c'est pas personnel. Moi, je suis le chef d'une institution, j'agis au nom d'une collégialité, je porte une voix qui est libre, mais je porte aussi la voix de l'institution elle-même. Et surtout, la voix de l'institution elle-même, qu'est-ce qu'elle doit faire ? D'abord, continuer à assurer son métier. Son métier, je l'ai dit, c'est de contrôler, s'assurer que les deniers publics soient bien dépensés. Et ça, il ne faut pas attendre, je le dis, de laxisme. Elle doit aussi avancer avec son siècle et se mettre dans le tempo de la décision publique. C'est-à-dire évaluer les politiques publiques, ça veut dire accompagner les changements nécessaires,
conseiller. Et à ce titre-là, elle doit être aussi proche du Parlement que du gouvernement, parce qu'elle n'est pas en apesanteur, même si elle est indépendante. Elle doit être capable d'avoir beaucoup plus de capacité de prospective, c'est-à-dire d'éclairer l'avenir, que ce fut le cas dans le passé. Elle doit être capable de faire des rapports qui sont plus courts et plus rapides, et elle doit être aussi dans une comparaison internationale et européenne constante. Ça, c'est plus une évolution qu'une révolution, mais dans ce contexte totalement nouveau. Vous savez, je ne m'attends pas à ce que dans mon mandat, qui dure jusqu'en 2025 ou 2026, ça dépendra, nous retrouvions une situation de finances publiques avec une dette publique inférieure à 60% du PIB, etc., etc. Donc, nous allons vivre avec un régime différent. Ça veut dire que pour moi, il y a deux boussoles. Est-ce que la dépense publique est intelligente? Quelle est sa qualité? Quelle est son efficacité? Et de l'autre côté, est-ce que la dette publique est soutenable? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est finançable? Autrement dit, je ne serai ni le père Fouettard, ni un panier percé. Une petite question juste avant la pause. Vous avez parlé des parlementaires. Souvent, ils se plaignent du fait de ne pas avoir assez accès aux informations que donne la Cour des comptes pour aussi évaluer les politiques publiques. Ça va changer ? Nous sommes, encore une fois, à équidistance entre le Parlement et le gouvernement. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. Moi, je suis à la disposition du Parlement. Et je souhaite que le Parlement soit de plus en plus impliqué dans la vie de la Cour, et aussi dans une création que j'ai d'ailleurs lancée en 2012, que j'appelle le Haut Conseil des finances publiques, qui, comme son nom l'indique, est chargé d'évaluer la trajectoire des finances publiques et surtout la trajectoire macroéconomique. On se retrouve dans quelques instants avec Pierre Moscovici. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Tout savoir sur l'achat d'un véhicule d'occasion avec Renault Occasion. Pauline est avec nous aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Alors vous venez d'acheter une voiture d'occasion, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a décidé dans votre choix? Eh bien, je cherchais un véhicule récent avec peu de kilomètres et je n'arrivais pas à me décider. Et c'est là que j'ai découvert l'offre Renault Occasion. Quelle offre exactement? Eh bien, pour une Renault d'occasion de moins de 2 ans et avec moins de 40 000 km, pour 1 euro de plus seulement, vous avez 3 ans d'entretien et de garantie. Ça veut dire 3 ans sans frais d'entretien? Oui, c'est exactement ça. Sauf pour mes pneus, mais pour ma révision, le changement des balais d'essuie-glace, tout est compris. Et en plus, j'ai 3 ans de garantie. Ça ne se refuse pas. Très bien. Et alors, au bout des 3 ans, comment ça se passe? Eh bien, au bout de 3 ans, si je veux, je pourrais faire reprendre ma voiture par Renault Occasion et en acheter une autre en profitant de la même offre. En tout cas, c'est sûr, je retournerai sur le site renault-occasion.fr. Offre valable sur une sélection de véhicules de moins de 2 ans et moins de 40 000 km. Un héros. Merci d'avoir sauvé mon petit chat. Et un super héros. Merci d'avoir sauvé notre planète. Une star. Juste un ici, s'il vous plaît. Et une superstar. Une tirelire. Et une super tirelire PMU. Tout est vraiment meilleur quand c'est super. Dimanche 21 juin, journée des champions. Super tirelire d'1 million d'euros à gagner au Quintet Plus. PMU, que les meilleurs gagnent. Conditions information, point de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et pendant ce temps-là, sur oscaro.com, la livraison est gratuite. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet. Wow, t'as bonne mine. C'est la réouverture des terrasses qui t'a rendu le sourire? Mieux, j'ai acheté une terrasse. Ah bon? Tu vas ouvrir un resto? Non, j'ai acheté un appartement Cogedim avec une terrasse. La vue est incroyable. Ah, et sur ta terrasse 3 étoiles, on peut réserver pour dîner? Vous aussi devenez propriétaire Cogedim. 95% de nos appartements ont un balcon, une terrasse ou un jardin qui font toute la différence. Jusqu'au 10 août, profitez de 30 000 € offerts sur votre appartement neuf. Rendez-vous vite sur cogedim.com. Cogedim, vous verrez la différence. Ceci est Bernard à bord de sa Golf GTE. Et ça, c'est aussi Bernard quelques secondes plus tard, toujours à bord de sa Golf GTE. Électrique ou thermique, choisissez de ne pas choisir. En ce moment, bénéficiez de la prime Eco Volkswagen de 4 250 € cumulée à la prime à la conversion de 3 000 € et profitez de la Golf GTE hybride rechargeable à partir de 259 € par mois. Location longue durée 37 mois, premier loyer de 6 000 € ramené à 3 000 € après déduction de la prime gouvernementale si acceptation par Volkswagen Bank. Selon stock disponible. Conditions sur volkswagen.fr et économie.gouv.fr. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Et oui, aujourd'hui, le pavé de bœuf Jean Rosé Origine France est à 8,90 € le kilo. À la sauce au poivre, à l'échalote, façon Rossini ou en croûte, un pavé de recettes s'offre à vous. Et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Viande bovine, pavé 3 étoiles à griller. Modalité sur intermarché.com. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et l'on retrouve Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, nouvellement nommé. Première prise de parole ce matin. Nicolas Barré.
Oui, Pierre Moscovici, vous disiez à l'instant que votre parole est libre. On va vérifier ça tout de suite. À Bercy, on se souvient que vous aviez dit, vous aviez protesté contre le ras-le-bol fiscal. Alors en France, on est un des pays où la pression fiscale est la plus élevée au monde. Est-ce qu'il y a toujours trop d'impôts en France ? Ma parole est libre, mais elle est aussi tenue par l'institution à laquelle j'appartiens et aussi par un devoir d'indépendance auquel je m'attacherai de façon très scrupuleuse et d'impartialité. Voyez-vous, une page de ma vie s'est tournée. J'aime la politique, je n'ai pas changé de conviction, mais je ne prendrai aucune position de politique partisane pendant tout mon mandat. Et je pourrais le regretter parfois, ça pourrait me frustrer à l'occasion, mais non, la politique partisane, pour moi, c'est fini. Je ne prendrai pas position là-dessus. Non, je le dis simplement parce que ça borne ma liberté. Comme on pourrait dire. Mais là, vous évoquez une parole que j'ai tenue il y a quelques années dans un autre contexte, et je vais vous dire une chose, je ne la regrette pas. Je pense que la tolérance à l'impôt fait aussi partie, ou l'acceptabilité de l'impôt, le consentement à l'impôt fait partie de ce qui fait une société. Et qu'à un certain moment, quand on se trouve à des niveaux d'impôt trop élevés, on est dans une situation qui fragilise le contrat social. À l'époque, nous étions dans cette situation. Et je pense qu'il fallait le dire. Je pense que ça a été compris par tout le monde. Peut-être pas par certains politiques que j'ai connus, mais je crois que c'était moi qui étais dans le vrai. Parce que, y compris les catégories les plus modestes, ne supportent pas que les impôts soient trop élevés. Il faut financer les services publics, ça c'est tout à fait indispensable. Il s'agit encore une fois pas du tout de proposer de l'austérité, mais il y a d'autres moyens aussi de les financer. Voilà, donc je n'ai pas de regrets. Est-ce que pour vous, ce diagnostic, c'est ce qui a mené, quelques années plus tard, on l'a vu récemment, donc à cette révolte des Gilets jaunes, qui était fondée également sur le problème du rapport à l'impôt? Disons que je crois que j'avais touché quelque chose qui était juste et qu'on aurait peut-être dû à l'époque m'écouter davantage, point. Et quand vos anciens camarades socialistes remettent dans l'actualité le sujet d'une contribution des plus hauts revenus, vous mettez entre parenthèses de ce débat. C'est un autre problème, c'est celui de la justice fiscale qui peut se poser également, mais je n'interviens plus sur ce domaine-là. Et l'ISF, il faut revenir là-dessus? Je n'interviens pas sur le domaine politique, je vous l'ai dit, et je n'y interviendrai pas. Alors, pour le président de la République, les défis sont de trois natures à régler autour de trois dettes. La dette écologique, pédagogique, financière. C'est là d'ailleurs qu'il espère un retour politique sur son investissement, mais ça on verra, comme vous l'avez dit, ce sont d'autres conditions, et aussi à condition que les marchés financiers laissent faire. On est vraiment entré dans cette période-là, on a vraiment totalement changé de focale entre les marchés et cette dette perpétuelle qui s'installe? D'abord, je n'aime pas l'expression de dette perpétuelle et je pense qu'il faut s'en défier. Nous sommes dans une situation, je l'ai dit, tout à fait différente de 2008. Il faut trouver autre chose. Non, mais elle n'est pas bonne. Si vous voulez. Elle n'est pas bonne, parce qu'elle est dangereuse d'une certaine façon. Je pense que nous sommes dans une situation où la dette, compte tenu de ce que j'ai dit, c'est-à-dire de l'impact de ce que fait la Banque Centrale Européenne, compte tenu du changement de contexte, compte tenu de la légitimité des dépenses publiques, compte tenu du fait que les spreads, c'est-à-dire la différence de taux d'intérêt, ne bougent pas, compte tenu du fait que la qualité de la signature française est bonne, elle est solide, parce qu'on fait crédit au pays, tout ça fait qu'effectivement, on peut vivre avec une dette de 120%. Ça n'est pas quelque chose qui provoque l'effondrement du système. Est-ce que c'est pour autant quelque chose de souhaitable? Non. C'est un niveau de dette qui est élevé, qui est très élevé. Et je le disais, ma boussole, ce sera la soutenabilité à moyen terme de la dette. Pourquoi ? Parce que je crois qu'une dette in fine doit toujours être remboursée. Je ne crois pas en effet à la dette perpétuelle, celle qui finit par s'annuler. Je ne crois pas à la monétisation absolue de la dette. Je pense que la Banque Centrale Européenne fait tout ce qu'il faut, mais qu'il y a aussi une limite à la fin qui est celle de son mandat. Je ne crois pas à la mutualisation absolue de la dette. Je pense qu'il faut en effet que dans le plan européen qui j'espère sera adopté au mois de juillet, il y ait ces 500 milliards d'euros de dons. Je pense qu'il fait une mutualisation de la dette appuyée sur le budget européen. Je pense que ce sont des tabous qui tombent, notamment à Berlin, que ce sont des percées absolument décisives pour l'Europe. On ouvre une nouvelle page. Mais attention, in fine, je le répète, la dette se rembourse. Mais là, et dès lors, ce qui est très important, c'est qu'elle soit finançable sur le moyen terme, c'est que la crédibilité du pays soit garantie, c'est qu'on poursuive un sentier de réforme et c'est qu'on ne l'augmente pas, je crois, davantage. Mais là, 120%, c'est un niveau déjà très élevé. D'autant que, s'agissant de la France, comme nous partions d'un niveau de dette publique qui était plus élevé que certains de nos partenaires, nous sommes à un niveau qui aujourd'hui est très élevé. Donc il faut que nous gardions un œil là-dessus. Et croyez-moi, la Cour est aussi là pour travailler sur cette soutenabilité à moyen terme de la dette publique. Faisons en sorte tout de même de ne pas oublier qu'une dette est une dette et que ça se rembourse. Mais là, et que si on ne le fait pas, ça pèse sur la génération future. Nicolas Barret. Oui, bien sûr, à 120. Mais là, aujourd'hui, à 120% du PIB, cette dette, vous diriez qu'elle est au niveau, à la limite de la soutenabilité, qu'on est en train de peut-être basculer dans quelque chose de plus maîtrisable? Par définition, la soutenabilité à moyen terme, ça s'estime sur le temps. Nous n'y sommes pas.
Je pense qu'aujourd'hui, je le répète, cette dette, elle est finançable. C'est pour ça que j'ai pu me dire que c'était pas une catastrophe, c'est pas un encouragement à s'endetter davantage. C'est dire, on voit bien qu'on vit avec, vous parliez des marchés, les marchés absorbent cette dette-là. Il y a une crédibilité française qui est solide, il y a une fiabilité française qui reste forte. Effectivement, il y a des spreads qui restent inchangés. Mais il faut faire très attention parce que le contexte peut changer dans quelques temps, les taux d'intérêt peuvent remonter, on peut avoir un doute sur telle ou telle signature. Voilà pourquoi il faut continuer à avoir un pays qui avance, qui se réforme, qui se modernise et qui ne le fasse pas, totalement à crédit. Alors Pierre Moscovici, vous prouvez encore ce matin que votre parole peut être libre, parce qu'au fond, vous dites que vous n'avez pas la dette perpétuelle, vous ne soutenez pas cette idée, mais elle commence à être soutenue au plus haut niveau, au sommet de l'État. Peut-être va-t-elle être discutée au G7, portée par d'autres pays. Vous voilà déjà en porte-à-faux ? Non, si cela devient une norme internationale, je l'accepterai comme tout le monde. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je constate que c'est un objet du débat public, et qui est un objet contesté. Il ne faut pas s'en emparer avec un grand confort. La dette publique perpétuelle, c'est celle dont on ne rembourse que les intérêts, le capital étant prolongé pour l'éternité d'une certaine façon. Et je pense que si tout le monde le fait dans un cadre international, c'est une chose. Si certains décident de le faire dans un cadre national, c'en est une autre. Et les effets ne sont absolument pas les mêmes. Damien Fleureau. La soutenabilité de la dette à moyen terme, vous dites, c'est aussi les réformes à venir et la crédibilité de la France sur un plan européen et un plan international. La Cour des comptes a toujours plaidé pour des réformes structurelles. Est-ce que vous craignez, par exemple, l'abandon de la réforme des retraites ? Encore une fois, je ne suis pas aujourd'hui en train de me prononcer sur ce type de politique publique. Mais sur les chantiers à venir, sur les réformes. Par définition, la Cour, je pense, doit mieux éclairer les choix, et elle le fera. Elle doit le faire aussi à la demande. Nous l'avons fait, par exemple, pardon de ce mot de majesté, sur la fraude fiscale. La Cour des comptes l'a fait au moment du grand débat qui a suivi la crise des Gilets jaunes. Donc la Cour des comptes, elle est disponible pour participer à ces débats, mais ce n'est pas à elle de préconiser les politiques publiques, c'est aux décideurs de le faire. Simplement, ce que je veux dire, un mot sur le mot réforme. Moi, j'en ai une conception depuis longtemps, je vous l'ai dit, il y a une constance de ma pensée. La réforme, dans ma jeunesse, c'est quelque chose qui faisait penser à un progrès. On réformait pour se porter mieux. On réformait pour plus de justice sociale. On réformait pour progresser. Et puis la réforme, petit à petit, est devenue le symbole d'une punition, d'une contrainte, d'une purge. Et du coup, le mot lui-même est devenu très connoté. Je pense qu'on a toujours besoin de réformes. Mais qu'on a toujours besoin de réformes qui font avancer la société. Et si j'avais un maître mot dans cette situation où nous sommes, c'est l'investissement. C'est l'investissement dans l'avenir. On doit choisir ce que sont les grands chantiers de demain. Bien sûr, il y a la santé. Évidemment, il y a l'écologie. Et vous savez, au niveau européen, on propose, Mme von der Leyen et la Commission, ce qu'on appelle un Green New Deal, une nouvelle donne écologique. Je pense surtout qu'il ne faut pas opposer le sanitaire et l'écologique, ne serait-ce que parce que le plus grand danger sanitaire pour l'avenir, c'est la crise écologique, c'est le changement climatique. Et puis il y a tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a tout ce qui concerne l'éducation, qui reste un fondamental. Bref, je pense que dans les dépenses publiques, je parlais de qualité de la dépense publique, il faut de plus en plus privilégier ceux qui préparent l'avenir, et ça a un nom. C'est un joli nom, c'est l'investissement. Une réforme qui permet d'investir, tiens, voilà une formule que je lance et que j'offre au débat public. On a également entendu le président de la République qui dit qu'il faut réconcilier la production et le climat. C'est un petit peu aussi ce que vous venez de dire. Ça veut dire qu'au fond, il faut aussi réconcilier l'écologique et l'économique, parce que ça a souvent été antagoniste. Pour le dire différemment, je reprendrai encore une fois une citation de la Commission européenne. La Commission européenne dit que ce Green New Deal, cette nouvelle donne écologique, c'est tout simplement la nouvelle politique économique. Je crois qu'en réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et qu'en effet, il ne faut pas opposer industrie et écologie, croissance et écologie. Je pense qu'il y a un chemin qui consiste à verdir toute l'écologie. Disent certains. Certains disent un nouveau chemin, en tout cas une voie qui permet en effet de les réconcilier. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on conservera des sociétés où on a à la fois beaucoup plus de protection de l'environnement, une lutte plus efficace contre le changement climatique, mais aussi une création d'emplois, une création industrielle qui reste importante. Moi je suis très attaché à ça. Vous voyez, pendant 20 ans, j'ai été l'élu d'une région où on produisait des automobiles. Je constate aussi que la production d'automobiles, par exemple, a changé, que ses standards ont changé. Vous voyez ce qui se passait en Allemagne avant la crise, c'était une interrogation sur le modèle automobile
automobile allemand. Donc voilà, on peut réconcilier, je crois, l'industrie et l'écologie. Oui, je le pense. Vous allez vous déplacer dans les régions, vous allez réformer, poser aussi un nouveau regard sur les cours régionales des comptes. Merci de me poser cette question parce que j'avais c'est toujours dangereux quand on a ce genre de remarques. C'est pas ça, c'est que je suis le chef de la Cour des comptes, mais je suis aussi le chef des juridictions financières. Et pour moi, elle constitue un corps, elle constitue une entité, même s'il y a des différences entre les uns et les autres. Et je pense que ces chambres régionales et territoriales peuvent être formidablement utiles, en effet, pour jeter un regard sur ce qui se passe au niveau local, dans une France qui sera, je n'ai pas de doute, de plus en plus décentralisée. Et voyez-vous, je vais commencer début juillet, je serai à la Chambre régionale des comptes des Hauts-de-France, à Arras. Comme par hasard. On se retrouve tout de suite avec Pierre Moscovici. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Et pendant ce temps-là, sur oscaro.com, la livraison est gratuite. Voir conditions sur le site. Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet. Pour son grand retour après plus de 3 mois d'arrêt, la Première Ligue nous offre un feu d'artifice ce week-end. 10 matchs à suivre en direct et en intégralité sur les chaînes Canal+. Au programme notamment Tottenham, Manchester United, Aston Villa, Chelsea et surtout le bouillant derby entre Everton et Liverpool. Ce week-end, vivez l'intégralité de la 30e journée de la Première Ligue avec Everton-Liverpool. Ce soir à 20h, en direct sur les chaînes Canal+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com. Pour vous, Dacia se mobilise. Si vous voulez entretenir la climatisation de votre Dacia en toute sécurité, on a tout prévu. Nos ateliers ont été entièrement repensés pour respecter les mesures sanitaires à chaque étape de l'entretien. Et en ce moment, la recharge climatisation est à partir de 59 €. N'attendez plus. Prenez rendez-vous en ligne dans l'un de nos 4000 ateliers pour en profiter. L'entretien Dacia, des offres vraiment utiles à votre Dacia. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 août 2020. Retrouvez les engagements du réseau Dacia, prise de rendez-vous et conditions sur dacia.fr. Leclerc. Leclerc a toujours eu à cœur de valoriser les régions. C'est pourquoi Leclerc crée le grand jeu, le Tour de nos régions. Jusqu'au 19 juillet, tentez de gagner des paniers garnis de nos produits Nos régions ont du talent et Alliance locale, des séjours en France par tirage au sort et des millions d'autres cadeaux en magasin et en drive avec le grand jeu, le Tour de nos régions. Les régions sont à l'honneur chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Jeu avec obligation d'achat, voire modalité et règlement de jeu. Liste des magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Coucou Anna, alors ce rendez-vous? Pas mal du tout. Vas-y, raconte. Affaire conclue. Et t'as choisi laquelle? Une Opel Corsa neuve. J'ai profité d'un financement sans aucun apport. Bon, je te lâche chez rendez-vous. Pendant les rendez-vous privés Opel, l'Opel Corsa est à partir de 99 € par mois sans apport. Profitez des offres sur toute la gamme, en stock ou pour toute commande avant le 30 juin. Location longue durée, 48 mois, 40 000 km, entretien compris. Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule et selon éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 3 000 €. Sous réserve d'acceptation du dossier par Opel Bank, détails sur opel.fr. Pourquoi je soutiens les sauveteurs en mer? Parce que toute l'année, ils veillent sur nous. Ils sont toujours prêts à intervenir en pleine tempête, sur la plage ou sur terre. Ils risquent leur vie pour nous. Et ce sont des bénévoles. Alors oui, je les soutiens. Et vous? Le 28 juin, c'est la journée nationale des sauveteurs en mer. Il y a 1000 raisons de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. Ces derniers mois, il a su tout faire. Instituteur, fabricant de cabanes en drap pour sa fille. Lui, c'est Richard. Richard Pente, artisan charpentier qui retrouve ses clients au volant de son Citroën Jumpy avec porte latérale coulissante main libre. Citroën Jumpy, le savoir tout faire. En ce moment, à partir de 229 € par mois sans apport, avec 3 premiers loyers à 0 €, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 50 000 km, offre réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 juin, sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr, équipement selon version. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et surtout, l'on retrouve Pierre Moscovici, notre invité, premier président de la Cour des comptes, qui s'exprime aujourd'hui pour la première fois longuement sur ces sujets et sur les sujets qui ont donc concerné et impacté, comme on dit, le pays depuis quelques mois. On écoute Jean-François Delfraissy du Conseil scientifique. Le risque d'une deuxième vague, d'une vraie deuxième vague, pas d'une réapparition, venant de l'hémisphère sud et revenant sur le nord, et en particulier en Europe, fin octobre, ou en novembre, ou en décembre, est un risque qui doit être considéré. Pierre Moscovici, cette nouvelle vague à la rentrée serait-elle, selon vous, si elle intervient, fatale à la relance, ou a-t-on les moyens aujourd'hui d'y faire face ?
D'abord, je ne suis pas un expert sanitaire et je note que le professeur Delfraissy est à la fois engagé mais aussi prudent puisqu'il dit qu'elle doit être considérée. Mon sentiment, je parle comme citoyen un peu informé, c'est que tout de même nous tirerons de toute façon des conséquences de la période que nous venons de passer et que nous aurons des moyens différents de répondre à une telle deuxième vague si elle devait se produire. C'est-à-dire pas de confinement. Les masques, les tests, les capacités isolées. Et donc, je pense qu'il faut aussi être conscient que les choses évoluent, quoi qu'il arrive, et qu'elles évoluent dans le bon sens, d'autant que j'ai bon espoir qu'à un moment donné, on trouve aussi un vaccin, que les traitements s'améliorent. Bon, mais ce qui est exact, c'est qu'on voit qu'avec la situation actuelle, la prévision de croissance est déjà très dégradée, moins 11%. Je dis au passage une chose, parce que c'est ce qu'a dit le Haut Conseil des finances publiques, je pense que la prévision de croissance à moins 11% est, tenez, un peu prudente. De la même façon que les destructions d'emplois à 1,2 million, c'est très élevé, on pourrait espérer que ce soit un tout petit peu mieux. Et de ce point de vue-là, notre sentiment, c'est, une fois n'est pas coutume, c'est que le gouvernement a fait la vérité des prix, qu'il a peut-être même été un tout petit peu pessimiste, et j'ai espoir que la situation, on le voit d'ailleurs à travers les chiffres du deuxième trimestre, soit un peu moins détériorée qu'elle pouvait être prévue de cette façon-là. Il est clair que s'il y a une deuxième vague, alors à ce moment-là, c'est ce qu'un institut, plutôt une institution très respectée comme le CDE dit, on pourrait assister au contraire à une détérioration de la situation économique encore plus préoccupante. Bref, nous sommes dans une situation qui est quand même très imprévisible. Pensez que depuis le début de cette crise, on a fait voter 3 lois de finances rectificatives. Et aucune d'elles ne peut être critiquable dans son essence, dans la mesure où il fallait s'adapter à chaque fois. Ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait, au moment du projet de loi de finances 2021, pour le coup, un plan de relance qui soit consolidé, qui soit général, qu'on ait un grand débat sur le sujet, et qu'on soit capable, je pense, d'assurer une forme de carré magique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, oui, de la relance, elle est nécessaire. J'ai parlé aussi de relance écologique, qu'on prenne en compte les exigences de souveraineté qui se font jour aujourd'hui, et enfin qu'on ait aussi une guidance de finances publiques qui soit durable et solide. Et le conseil scientifique qui s'est installé dans la parole des dirigeants publics, quelle légitimité finalement? C'est un peu la parole, l'expertise. C'est une évolution ça aussi pour vous de voir maintenant la place que prend ce comité scientifique, et il doit continuer ou s'arrêter? Franchement, c'est pas du tout dans mon rayon, mais je vais élargir un peu la focale, parce que d'une certaine façon, on pourrait aussi parler de la Cour des comptes. Je pense que dans des périodes comme celle-ci, qui sont des périodes de grande incertitude, de certains troubles, y compris dans les esprits, on a besoin d'avoir des repères. On a besoin d'avoir des institutions ou des conseils qui sont, pour le coup, indépendants, qui sont experts, qui donnent des avis éclairés. La Cour des comptes n'est pas le conseil scientifique, c'est une institution de la République, constitutionnelle. Mais nous aussi, nous sommes là pour aider à la qualité de la décision. Mais ce qui est très important, c'est de comprendre que, in fine, ce n'est ni le conseil scientifique, ni la Cour des comptes qui prend la décision. La décision, c'est toujours le politique. Et le politique, il est là, et c'est une essence supérieure, pour à la fois prendre les grands choix, et aussi pour prendre parfois les risques qui vont avec. Et donc, moi je pense qu'il faut que, à la fois, on s'appuie très solidement sur une expertise forte, et nous sommes disponibles. La Cour des comptes n'est pas à l'écart de la politique au sens des politiques publiques, disponible, oui, mais ne pas nous substituer en quoi que ce soit, y compris dans ce que nous disons, au choix qui doit être in fine celui du politique, contrôlé par les citoyens, bien Pierre sûr. Moscovici, c'est intéressant parce que vous avez souligné déjà à plusieurs reprises que le monde avait changé. Eh bien, écoutez, Nicolas Barré va aussi vous l'expliquer. Quelque part, il n'y a pas que les politiques maintenant qui aident à la décision. La Convention citoyenne pour le climat remet aujourd'hui ses conclusions au président de la République. Que pense le premier président de la Cour des comptes de ces propositions dont beaucoup ne sont pas financées? Non, mais je n'ai pas à les juger comme telles. D'abord, elles ne sont pas totalement finalisées. On verra quel usage leur est réservé. Et je ne les ai en rien, et la Cour des comptes ne les a en rien expertisées. Donc, je le dis, on n'est pas là pour faire du commentaire général sur telle ou telle chose. Je pense en revanche que ça illustre une chose, c'est-à-dire que les formes de la démocratie sont en train de changer. On parle d'expertise, mais il y a aussi, c'est vrai, beaucoup plus d'intervention directe des citoyens dans le débat. On parlait du grand débat. Et là encore, une institution comme la Cour des comptes a son rôle à jouer, parce qu'elle est disponible pour contribuer à éclairer, pour apporter des avis, pour apporter des données. Moi, vous savez, j'ai été, comme tout premier président de la Cour des comptes, installé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prête une forme de serment devant la Cour des comptes, et j'ai prononcé un discours à cette occasion-là, et j'ai dit, et je vous le redis, la Cour des comptes n'est pas
à l'écart de la société. Elle est dans la société. Ce que je souhaite de la part d'une institution comme la mienne, c'est qu'au service du citoyen, elle contribue aussi à identifier les fractures qui peuvent fragiliser le contrat social, à proposer des réponses, bien sûr, en tenant compte des contraintes de finances publiques et du fait que nous appartenons à une monnaie unique et que ça a, pour nous, un sens d'engagement extrêmement fort. On pourrait imaginer une convention citoyenne sur les dépenses publiques qui vous accompagnerait, qui vous éclairerait. On peut envisager tout ce qu'on veut, et dans le contexte... Est-ce que le contrôleur peut être contrôlé ? Bien sûr, mais dans le contexte de tous les débats, la Cour des comptes est disponible pour y participer, pour apporter son appui et son expertise. Encore une fois, c'est ce qu'elle avait déjà fait dans le grand débat, et elle est prête à le refaire. Moi, je souhaite qu'une institution comme celle-ci, qui vaut par sa tradition, qui est respectée par son sérieux, sa compétence, elle se mette aussi dans le nouveau siècle complètement, dans la nouvelle période complètement. Et si on nous appelle à participer à des débats, ou plutôt à les éclairer, pourquoi pas ? Mais encore une fois, nous resterons ce que nous sommes, c'est-à-dire une institution de la République. Chacun doit être à sa place, mais la démocratie est en train de changer. Vous évoquiez l'écologie, la Convention citoyenne n'a pas abordé la question de la taxe carbone. On a plutôt mis ça de côté. Est-ce que c'est une erreur ? Non, mais encore une fois, je ne veux pas du tout juger cette convention. Je répondrai de manière un tout petit peu différente. C'est que j'ai passé 5 ans comme commissaire à Bruxelles, où j'étais en charge de l'économie, des finances, des douanes et de la fiscalité. Et que j'ai 2 regrets en tant que tel. Le premier, c'est qu'on n'ait pas pu finaliser une taxe sur le numérique à l'échelle européenne. Et on voit aujourd'hui, quand on examine la façon dont les États-Unis prennent une attitude très réticente par rapport aux négociations à l'OCDE, qu'on ne doit pas oublier la perspective européenne en la matière, et que si on ne parvient pas à trouver un accord global à l'OCDE, il faut envisager éventuellement de revenir au stade de l'Union européenne. Et puis le deuxième regret que j'ai, c'est qu'on n'ait pas abordé de manière intelligente la fiscalité de l'énergie. Il n'y avait pas de volonté en la matière, et quand je suis parti de la Commission européenne, j'ai dit que je souhaitais que mon successeur ait les forces pour pouvoir le faire. C'est une réponse très indirecte. Si vous voulez, je ne me prononce pas sur la taxe carbone, mais je pense que la bonne manière de taxer l'énergie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est sans doute un des chantiers pour demain, dès lors que la lutte contre le changement climatique, qu'un monde meilleur sur le plan écologique, est une priorité. Parmi les prélèvements que l'Europe est en train de mettre en place, ça en fait partie, ça doit en faire partie selon vous, pour pouvoir justement rembourser aussi tout ce qui est... je vais encore une fois répondre différemment sur l'Europe. Si le plan de 750 milliards d'euros de la Commission européenne est adopté, et je le souhaite, parce qu'encore une fois, je le dis, nous devons aller vers mutualisation de la dette, solidarité, faire avancer ensemble le partage des risques et la réduction des risques, être conscient que la zone euro, par exemple, c'est pas les pays du Nord et les pays du Sud, c'est pas les cigales et les fourmis, c'est un bloc solidaire où chacun dépend des autres. Bien, si on met en place ce plan, il sera appuyé sur le budget de l'Union européenne, on va relever le plafond des ressources de 1 à 2%, et donc on envisagera, j'allais dire enfin, l'existence de ce qu'on appelle les ressources propres, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas des ressources qui viennent des États, mais qui soient directement en provenance de l'Union européenne. Et donc il faudra réfléchir à ce que sont ces ressources. Et là, il faudra un concours d'imagination, et c'est vrai que de ce que je lis, mais encore une fois, c'est là plus le citoyen un peu éclairé sur l'Europe qui vous parle, je vois que oui, le numérique comme l'énergie peuvent être des ressources sans doute pour l'avenir. Mais souveraineté... Procédons pas par pas, et le premier pas, ça doit être en juillet, c'est très important. Une conclusion du Conseil européen sur un plan qui montre que l'Union européenne, c'est une puissance et qu'elle est vraiment au service de tous ses citoyens. D'après évidemment tous les réseaux et d'informations que vous avez dû garder auprès de la Commission européenne, c'est en bonne voie, ce sera adopté pour vous ? La Commission européenne, je pense, a joué vraiment tout son rôle. Il y a eu cet accord franco-allemand, il a été tout à fait décisif. Les pays qu'on appelle les frugaux, il a été décisif parce qu'en Allemagne, certains tabous sont tombés. Parler de solidarité à Berlin, parler de mutualisation des dettes à Berlin. Incroyable. Donc c'est quand même une vraie nouvelle page. Et puis il faut convaincre quelques pays qu'on appelle les frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède, le Danemark. Moi je pense qu'on va y arriver. Ils sont en train de basculer. Je pense que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aussi répondre à leurs attentes. Il faut comprendre que ce sont des pays qui justement ont fait des efforts et qui demandent aussi que les autres les fassent. Et je pense qu'il y a des solutions. Pour le coup, c'est pas à moi de dire lesquelles. Mais le fait que l'Allemagne maintenant soit très solidement ancrée dans le camp de ceux qui veulent justement une dose de solidarité très forte, eh bien ça change très clairement l'équilibre, et je suis, j'allais dire, raisonnablement optimiste. Je pense qu'on arrivera à trouver
un bon compromis qui satisfasse les uns et les autres, qui lève leurs réticences et qui permettent aussi d'aller de l'avant. Vous savez, c'est pas du tout l'idée qu'ils sont en train de changer de casaque. On va pas. Il faut toujours convaincre dans l'Union européenne. Le compromis, ça veut dire qu'on est toujours en train de chercher à faire en sorte que chacun sorte par le haut, en effet. Et justement, nous on sort aussi par le haut. Juste attends, on se retrouve pour la dernière partie de ce grand rendez-vous. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Ces derniers mois, il a su tout faire. Preuve pour ses jumeaux. Apprenti cuisinier. Lui, c'est Lucas. Canalisation. Artisan plombier qui retrouve ses clients au volant de son Citroën Berlingo Van avec 4,4 m3 de chargement maximum. Citroën Berlingo Van, le savoir tout faire. En ce moment, à partir de 189 € par mois sans apport avec 3 premiers loyers à 0 €, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois, 50 000 km, offre réservée aux professionnels, valable sur Berlingo Van en stock, livré jusqu'au 30 juin, sous réserve d'acceptation crédit par, détail sur citroën.fr, équipement selon version. Intermarché vous propose d'écouter l'arrivage du jour. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, le filet de saumon est à 11,99 € le kilo dans votre magasin. Au four, en papillote ou à la plancha, vous pouvez le déguster de plusieurs façons, mais vous le trouverez à ce prix-là seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Élevé au Royaume-Uni ou en Norvège selon approvisionnement. Également disponible en barquette pour les magasins non équipés d'un rayon marée traditionnel. Modalité sur intermarché.com. Chaque mois, 10 000 couples se forment sur Mythique. J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire beaucoup pour moi. Ouais, pour moi aussi. Même si c'était plutôt un quart d'étagère, mais c'est l'intention qui compte, hein, ma chérie. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli de célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. Coucou Anna, alors ce rendez-vous? Pas mal du tout. Vas-y, raconte. Affaire conclue. Et t'as choisi laquelle? Une Opel Corsa neuve. J'ai profité d'un financement sans aucun apport. Bon, je te lâche chez rendez-vous. Pendant les rendez-vous privés Opel, l'Opel Corsa est à partir de 99 € par mois sans apport. Profitez des offres sur toute la gamme, en stock ou pour toute commande avant le 30 juin. Location longue durée 48 mois, 40 000 km, entretien compris. Offre réservée aux particuliers sous condition de reprise de votre ancien véhicule et selon éligibilité à la prime à la conversion gouvernementale de 3 000 €. Sous réserve d'acceptation du dossier par Opel Bank, détail sur opel.fr. Se faire plaisir avec un petit budget? Avec les jours irrésistibles Jardiland, c'est facile. Le samedi 20 et dimanche 21 juin, profitez de 15% de remise sur votre article préféré en magasin et sur jardiland.com. C'est le moment de penser à vos projets d'été ou de choyer votre petit compagnon. Jardiland. Conditions et magasins participants sur jardiland.com. Pierre, 60 ans, a une passion dans la vie. Se la simplifier. Alors côté énergie, Pierre a opté pour le gaz et l'électricité chez EDF. Donc un interlocuteur et une facture. Ainsi, Pierre peut se consacrer à son autre passion, les équations différentielles linéaires d'ordre 2. C'est le moment de choisir la bonne énergie. Chez EDF, un interlocuteur et une facture pour le gaz et l'électricité. Et ça change tout. Découvrez nos offres gaz au 3004. Devenons l'énergie qui change tout. Service et appel gratuit. Conditions sur edf.fr/offre. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous en avez assez de la couette d'Azur ou couette d'Armor, de Copa Canapé, de Balcon Carnot et d'os Goreiller? Partez enfin pour de vrai avec les offres Citroën Move in France. Et profitez de la prime à la conversion avec Citroën C3 à partir de 10 490 €. Rendez-vous personnalisé en point de vente ou achat en ligne sur stock sur carstore.citroën.fr. Citroën. Offre à particulier Citroën C3 PureTech 82 SES BVM graphique neuf en stock, hors option, non cumulable jusqu'au 30 juin, sous condition de reprise et prime à la conversion déduite. Détails sur citroën.fr. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Michael Darmon. Et Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, on écoute, on regarde. Manuel Valls. Il y a ceux qui veulent mettre en cause la République au nom de l'affrontement entre les couleurs, et je mets des guillemets, entre les races. La République, elle a expulsé les races, selon la belle formule de Jean-Pierre Chevènement, il y a quelques jours, de l'espace public. C'était sur Europe 1 il y a quelques jours. Ça vous fait réagir comment, cette déclaration ? Ça ne me fait pas réagir. C'est son engagement, c'est son choix, c'est une orientation politique qu'il a prise depuis quelque temps. Mais je vais réagir un petit peu différemment. Nous sommes, c'est vrai, je l'ai dit, dans cette période de grands troubles et de grands changements. Et moi, ce qui me frappe davantage que la parole de Manuel Valls, qui encore une fois est une parole politique, c'est justement ce qui s'est passé avec la mort de cet homme aux États-Unis, George Floyd, avec ce grand mouvement qui est un mouvement
je ne vais pas parler de l'indigénisme, du racialisme, etc. Ce sont des problèmes politiques qui peuvent se poser, qu'il faut traiter de manière intelligente et parfois forte. Non. Mais la lutte contre le racisme, la lutte contre une certaine forme aussi de révisionnisme historique, je pense que ça, ce sont des choses tout à fait légitimes et qu'il faut entendre. Et quand il y a effectivement des exigences de revoir ce qui, dans notre histoire, a pu blesser, a pu favoriser le racisme, sans, encore une fois, faire du chronie, c'est-à-dire sans se mettre à la place de ceux qui étaient là il y a 400 ou 500 ans, il faut savoir entendre ça. On ne Et moi, je donnera l'entends. aucune statue, a dit le président de la République. Vous êtes d'accord? Il a dit aussi, je crois, qu'il fallait être capable de donner d'autres signaux, qu'il y ait des signaux complémentaires. Je ne me prononce pas sur la façon dont les choses doivent être faites. Je dis juste qu'il y a là quelque chose qui, dans la société, me paraît extrêmement fort et qui est une attente à laquelle il faut répondre. Et il faut répondre avec intelligence, avec sensibilité et avec le sens que c'est quelque chose d'absolument fondamental. À votre sens, il y a un sujet de diversité au sein des grands corps de l'État, notamment de la Cour des comptes? Complètement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans mon discours aussi d'installation. Et il y a deux diversités. Il y a d'abord le fait que ces corps sont encore très insuffisamment féminisés. Ça s'est beaucoup amélioré quand je suis entré à la Cour des comptes en 1984, parce que c'est mon corps d'origine tout de même. Il y avait, je m'en souviens, 2 femmes. Bon, aujourd'hui, il y en a 25 à 30%, ce qui reflète aussi les sorties de l'ENA. Je souhaite qu'on ait un rééquilibrage qui se fasse de plus en plus. Et puis, je l'ai dit aussi, la diversité. Un rééquilibrage ou paritaire? Ça dépend tout de même des recrutements, et les recrutements, c'est le concours. Et puis, on ne peut pas le faire d'un seul coup. C'est-à-dire que, mais ce que je constate, c'est que dans les jeunes générations, ceux qu'on appelle les auditeurs, les jeunes conseillers référendaires, il y a maintenant une quasi-parité, et ça, c'est quand même beaucoup mieux. Mais vous seriez favorable à aller plus loin, la discrimination positive, non, mais ça, par exemple? je pense qu'il faut adapter ça au concours, mais c'est déjà en train de se faire, mais il faut que les responsabilités qu'on puisse donner à des femmes à la Cour des comptes soient très importantes. Mon prédécesseur, Didier Migaud, avait veillé à ce qu'il y ait une stricte parité parmi ceux qu'on appelle les présidents de chambre, c'est-à-dire les principaux responsables, entre les femmes et les hommes. À la Cour des comptes, il y a 2 chefs. Il y a le premier président, il y a aussi une procureure générale. La procureure générale est une femme. Et donc, moi, je verrais à ce qu'on respecte cela. C'est-à-dire que dans les responsabilités supérieures confiées à des hommes et des femmes à la Cour des comptes, il y ait cette parité. Deuxième chose, la diversité. Oui, la diversité des origines. Pour le coup, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu, par exemple, un homme ou une femme issue de la diversité qui soit devenu président de chambre, qui ait exercé une de ses responsabilités majeures à la Cour. Vous ferez en sorte que ça arrive? À un moment ou à un autre, dans les 5 ou 6 ans qui sont ceux de ma présidence, je veillerai à ce que là aussi, la diversité soit promue. Parce qu'on ne peut pas accepter, encore une fois, qu'on ait une forme d'uniformité, à la fois masculine et sans tenir compte de la diversité du pays. Oui. Et ça doit aussi se manifester dans les recrutements. Ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible et j'ai averti la Cour des comptes que j'y ferai très attention, oui. Damien Fleureau. Il y a un débat en ce moment sur les statistiques ethniques. Alors, on ne va pas vous demander de prendre position en tant que premier président de la Cour des comptes, mais il est bien que la France, aujourd'hui, on se pose ce sujet-là. Qu'on se pose les sujets, oui, mais je n'ai pas de réponse à apporter. Aucune. Nicolas Barré. La France est un des pays au monde, on revient sur des questions plus économiques, mais où il y a le plus de redistribution et où, en même temps, on proteste le plus contre les inégalités. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? C'est notre passion française, c'est notre génie, c'est notre aspiration à la justice, ce sont nos contradictions intimes. On pourrait partir dans de très très longues digressions sur le sujet. Je crois simplement que cette préoccupation de la justice sociale, cette préoccupation de la redistribution, elle doit être présente, toujours, dans l'approche des gouvernements. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on conteste. Mais encore une fois, il faut faire en sorte, et ça, c'est le rôle de la Cour des comptes. Je reviens à mon fil rouge, la qualité de la dépense publique. La dépense publique ne doit pas être en soi critiquée dans son existence ou dans sa quantité. Elle ne peut pas être critiquée non plus dans sa légitimité. Toute dépense publique qui est utile et nécessaire est une dépense publique qui doit être considérée. Mais en même temps, l'argent public doit être bien utilisé. Quand on dépense beaucoup, et c'est ce qu'on fait en ce moment, on ne peut pas dépenser n'importe comment. Et là, je le redis, la Cour des comptes ne peut pas être laxiste. Moi, je ne serai pas un père Fouettard, je ne serai pas non plus un panier percé. Et nous devons donner une expertise sur l'efficacité de la dépense publique. Quand on parle de redistribution, il faut s'assurer, encore une fois, qu'on ne fait pas des politiques qui soient inefficaces, parce qu'à ce moment-là, on perd beaucoup d'argent. Encore une fois, j'arrive à la Cour des comptes et je ne vais pas ici donner ex cathedra je ne sais quel cours. Nous serons là tout au fil des ans
pour dire exactement là où, à notre sens, l'argent public est bien dépensé, là où il ne l'est pas. Et toute notre histoire depuis maintenant plus de 200 ans, et notamment depuis quelques années, à travers le rapport public annuel de la Cour des comptes, mais aussi à travers de très nombreuses publications, elle est là. C'est-à-dire, c'est de montrer là où les deniers publics sont intelligemment dépensés, là où ils ne le sont pas. Et nous le dirons toujours. Toujours. J'ai parlé d'indépendance, je ne vais pas parler de devoir d'ingratitude, mais d'une certaine façon, il faut être capable de résister à tout. Aucune influence, aucune sympathie politique, aucune forme de pression. On n'écoutera rien, si ce n'est la voix de la raison. Et ce que j'ai dit sur la Déclaration des droits de l'homme, qu'en effet, la société a le droit de demander à tout agent public compte de son administration. Ça, ce sera mon fil rouge, le fil rouge de la Cour, comme ça l'est depuis des décennies. Et c'est pour ça que les Français la respectent. Et si elle ne fait plus ça, elle ne sera pas respectée. Alors, parlant de fil rouge, effectivement, il y en a un qui s'impose, qu'on voit surtout en cette année 2020, qui lui est consacré à bien des égards. C'est la figure du général de Gaulle. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, en 2020, c'est la seule matrice politique. Tous les responsables politiques aujourd'hui s'en réclament. C'est pour vous, ça vous rassure ou au contraire, ça vous désole en disant, au fond, malgré évidemment tout le respect pour le personnage, est-ce qu'on n'est pas capable d'inventer autre chose ou d'autres références ? Encore une fois, vous allez me frustrer. J'ai un passé politique, j'ai des convictions politiques. C'est pas de la politique partisane. Vous avez parfaitement le droit. Allez-y, je vous donne le droit. Moi, historiquement, un social-démocrate européen. Mais je vais répondre un petit peu différemment. Nous avons une dette envers le général de Gaulle. Quel que soit le jugement qu'on porte sur sa personnalité ou sur sa vie politique, qui était un petit peu plus compliqué tout de même que les choses. Là, pour le coup, une dette perpétuelle. Et c'est le 18 juin 40. Parce qu'il a été le Français qui s'est levé pour dire qu'il n'y avait pas de fatalité à la victoire de la barbarie nazie. Et qui a dit aussi qu'il fallait éviter cette espèce de lâcheté infecte, immonde de la collaboration. Et ça restera pour toujours, en effet. Et c'est ce qui fonde aussi une forme de vie politique, c'est ce qui fonde une figure politique. C'est justement cette capacité, à certains moments, à affirmer quelque chose et à le tenir. Le reste est plus compliqué. Damien Fleureau. Vous avez affirmé en 2018, vous l'avez écrit d'ailleurs, vous avez parlé de la grande lessive du dégagisme. Vous avez été commissaire européen pendant 5 ans dans une période de montée des populismes un peu partout en France et en Europe. Cette tendance, elle se poursuit encore aujourd'hui. Est-ce qu'en France, les populistes peuvent prendre le pouvoir ? La tendance populiste, elle se poursuit mondialement. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve très intéressant. Pardon, je vais sortir un petit peu de mon cadre. C'est que quand je regarde la façon dont les différents pays ont répondu à la pandémie, je vois que là où il y a des populistes, il y a une espèce de négationnisme du Covid. Et c'est un peu le cas partout. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Brésil notamment. Je ne veux pas entrer davantage ou me rapprocher plus de l'Union européenne. Et ça doit aussi faire réfléchir à quoi ? À ce que le populisme n'est jamais la réponse. À ce que nos démocraties, aussi compliquées soient-elles, aussi décevantes soient-elles, aussi frustrantes soient-elles, sont tout de même la réponse la plus sophistiquée et la plus intelligente. Mais en même temps, vous constatez que cette colère est toujours là. La colère est toujours là. Le danger est toujours là. Le risque est toujours là. Et c'est pour ça que les réponses démocratiques doivent être les plus subtiles et les plus adaptées possibles. Moi, je l'ai dit, je ne suis plus un homme politique. Je reste passionné de politique. Mais je crois qu'un pays comme la France a en effet besoin d'unité. Mais est-ce que les démocraties aujourd'hui sont besoin d'avancer en danger face aux enjeux ? Aujourd'hui, on pourrait suspendre, on le voit d'ailleurs à travers l'état d'urgence sanitaire, on a suspendu des libertés pour le danger sanitaire. Pour l'écologie, on pourrait faire pareil. Est-ce que la démocratie n'est pas en danger de manière dictature tolérée, on va dire ? Ça n'est pas du tout la même chose. Il y a un auteur excellent sur le populisme qui s'appelle Yascha Mounk, c'est un jeune universitaire d'Harvard. Il a dit qu'on pouvait en effet à un certain moment suspendre les libertés, mais à quelles conditions ? 1, que ce soit temporaire, 2, que ce soit contrôlé par le Parlement, et j'ajoute aussi par le juge, et 3, que ce soit adapté à la situation. Dans un cas comme la France, c'est ce qu'on a fait. Dans un cas populiste, par exemple ce qu'a fait M. Orban, où il a pris tous les pouvoirs, sans aucune considération de ce qui se passait, c'est pas ce qu'on fait. Et donc, à certains moments, c'est vrai, on peut suspendre des libertés, j'allais dire, volontairement ou avec le consentement démocratique, c'est très important, le contrôle démocratique, le rôle des institutions. Ce consentement, ça nous sépare du populisme. Vous voyez en danger ou conforter ce consentement démocratique pour l'avenir ? Je le vois bien sûr en danger, menacé par les populistes, mais je vois aussi, vous parliez tout à l'heure de la Convention pour le climat, je parlais du rôle de la Cour des comptes, du Conseil scientifique, je vois que les modes
de consultation démocratique, d'élaboration des décisions sont en train de se changer, que l'aspiration à la décentralisation est beaucoup plus forte. Et ça, évidemment, il faut en tenir compte. On ne peut pas vivre non plus avec le modèle d'hier. Et donc le modèle démocratique de demain, il est